Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fan Club Podcast. 10e épisode de la saison 2 déjà. Aujourd'hui, si vous suivez le podcast sur Instagram, vous avez vu que nous allons parler d'un sujet en particulier, puisque ce week-end était le Harry Styles week-end. Bon, pas que le week-end, puisque personnellement ça a commencé mercredi. Kind of. Plutôt jeudi. Jeudi, j'ai regardé l'interview de Harry Styles avec Zane Lowe, qui est, comme je l'ai dit la semaine dernière, un journaliste de musique qui travaille à Apple Music et qui fait des super interviews, et notamment avec Harry Styles, avec qui il a déjà fait pour ses albums précédents. Du coup, j'avais trop hâte. Et effectivement, c'était hyper cool parce que on a appris plein de choses sur certaines musiques. Je pense que je vais le regarder, puisque en fait quand il parle des musiques, nous on les a jamais entendues parce que l'album on l'avait pas écouté, et du coup bien sûr je me suis souvenue de certaines choses, mais il y a probablement des références que genre j'avais pas au moment où il l'a dit et que je me suis juste pas souvenue. Du coup peut-être que je vais le re-regarder pour bien être sûre d'avoir tout capté. Donc voilà, ça a commencé comme ça, et puis ensuite vendredi il y a eu la sortie de l'album. Samedi soir, enfin dans la nuit entre samedi et dimanche pour nous, il y a eu son passage à Saturday Night Live, qui était host par Ryan Gosling, et lui, Harry Styles, était l'invité musical. Donc voilà, il a fait une apparition d'ailleurs aussi pendant le monologue de Ryan Gosling. Moi j'adore les deux. Ryan Gosling, je trouve ce mec tellement drôle, hyper pointu sur ses vannes et sur son humour, hyper respectable, et il a tellement le sens du show pour un acteur, donc je l'adore. Du coup la paire était sensationnelle pour moi. Et puis bien sûr dimanche est sorti le documentaire, enfin pas le documentaire mais le concert qu'il a fait, One Night Only à Manchester, qui a été fait du coup le vendredi soir, et du coup là le film de ce concert est sorti dimanche sur Netflix. Ce qui est assez drôle et que je n'avais pas remarqué, c'est que dans l'une de ses chansons, dans son album Fine Line, Harry Styles, il a une introduction d'une musique qui commence par Should we search romantic comedies on Netflix and see what we found? Et je trouve ça trop marrant, le petit clin d'œil, le petit full circle qui s'est passé, même si c'est pas une romantic comedy, mais vous avez compris. Enfin voilà, donc bien sûr je suis aussi obligée de parler de l'album, et je pense que une grande partie de ce podcast va être concentrée sur l'album, et je voulais vraiment faire une explication par chanson de quelle est la vibe de la chanson, ce que j'en ai pensé et de quoi ça parle, et après je vous donnerai mon petit avis général. Je pense que je vais pas faire de top ou de review dans l'épisode, mais que je vais plutôt faire un star review, star ranking sur Instagram. Donc voilà, peut-être que ça sera déjà sorti avant le podcast, je pense pas. Sinon peut-être que vous l'avez vu avant d'écouter le podcast et c'est ça qui vous a donné envie de venir voir, je sais pas. En tout cas je vais faire plutôt ça comme ça, parce que là à l'heure actuelle je ne sais pas encore quelle note je note à quelle chanson. Peut-être pour préfacer mon étude de cet album qui s'appelle, au cas où vous l'avez loupé, Kiss All the Time, Disco Occasionally, c'est que je l'ai écouté je pense pour la première fois vendredi à 17h. Je l'ai pas du tout écouté alors que j'en avais l'occasion, parce que j'étais pas couchée quand l'album est sorti à minuit, mais je l'ai pas du tout écouté à ce moment-là. Et puis ensuite j'avais une journée de travail un peu compliquée, enfin chargée, voilà, chargée. Du coup j'ai pas eu le temps de me poser et d'écouter, donc je l'ai fait quand je rentrais dans le métro, et je l'ai lancé vers 17h30. J'ai fait cette première écoute, et
honnêtement, j'avais besoin de réécouter l'album. Du coup, je l'ai relancé sur l'enceinte dans la soirée pendant que j'étais en train de me préparer pour sortir. J'ai écouté avec ma coloc Salomé, notamment. Big up à elle qui a découvert Harry Styles avec cet album. Big up à elle, ouais. Donc du coup, j'ai trop kiffé. Et en fait, je pense que là où j'ai vraiment genre bien écouté et genre je me suis vraiment concentrée et réussi à avoir un avis, c'est dans le train, puisque j'ai pris le train ce week-end. Et pendant ces 2 heures, j'ai écouté, je pense, pendant 1h30 l'album. Du coup, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, pardon, je baille. Oups, c'est désolé. Mais du coup, en vrai, non, j'avais plus de train que ça, parce que après, j'ai pris un TER. Peu importe. Mais du coup, je pense que j'ai bien écouté genre 2 fois et demi l'album dans le train. Et ensuite, on est suivi une écoute permanente pendant tout le week-end, quoi. J'ai écouté que ça. Et là encore, j'écoute que ça. Parce que j'ai vraiment adhéré avec cet album. Donc, sans plus tarder, commençons cette analyse détaillée, chanson par chanson. Alors, le premier track, c'est bien sûr Aperture, qui est le premier single. Et avec un peu de recul sur l'album, je trouve que c'est une bonne première musique à sortir. Et aussi, enfin, bon premier single. Et c'est aussi un bon track one. Je pense qu'il lance très vite la DA de l'album. Et que ça soit tant en termes de musicalité, mais aussi en termes de thématique. Harry Styles, il est quand même connu pour 2 thèmes principaux, qui sont ses relations et comment il les aborde. Il les raconte souvent en s'adressant à la personne, c'est-à-dire qu'il utilise beaucoup le tu et le you, en l'occurrence, puisque c'est en anglais. Donc, il se sert de ses chansons pour s'adresser à la personne. Il s'en sert aussi pour s'adresser à lui-même, très souvent, parce que il a quand même une autre thématique qui est très récurrente dans ses albums et dans ses musiques, c'est que il fait beaucoup d'introspection par la musique et par l'écriture, et ça se ressent. Et du coup, des fois, on a à la fois une partie un peu fun de la retranscription d'une relation, et aussi une partie un peu moins fun de genre l'introspection de ce qui se passe dans une relation et des dynamiques entre 2 personnes, que ça soit des relations amoureuses ou d'autres types de relations par ailleurs, et des relations avec lui-même. Donc Aperture, ça donne un bon aperçu de la thématique et en tout cas de l'ambiance de l'album. Ça parle des prémices d'une relation, en tout cas de sa genèse. C'est une relation où il semble que la suite n'est pas encore définie, où tout semble un petit peu risqué pour le narrateur, et là il décide d'entrer dans cette relation en étant all in, de complètement mettre de côté le fait qu'il a des peurs et d'essayer de ne pas se poser trop de questions sur ce que ça veut dire, de se découvrir lui et et l'autre personne, et de lâcher complètement prise. Il parle du temps qui passe et qui peut pas simplement jouer le waiting game, qui est une notion qui revient plus tard dans l'album, mais qui doit plutôt se dire ok, j'y vais et on voit ce qui se passe, on se laisse porter par le rythme qu'il y a. C'est intéressant parce que en fait, à partir de cette relation qui est décrite, on comprend aussi tout ce qui va être dit dans l'album, qui lorsqu'on parle de ce postulat-là de la relation, et qu'on parle du postulat aussi que il parle que d'une seule relation, ou bien peut-être qu'il parle de plusieurs, mais en tout cas le but c'est dans notre tête, on va en écrire une autre. On parle de là, et je trouve ça assez intéressant parce que ça pose de très bonnes bases. Aperture, c'est aussi la réalisation que la réalisation
un terme que il faut sauter le pas et que tu es faite pour être avec la personne, ou en tout cas tu as envie d'être avec la personne actuellement. Au point où tu dis we belong together. Mais cette phrase de we belong together, nous sommes destinés à être ensemble, elle est dite d'une formulation tellement impulsive dans la musique que on se demande si c'est quelque chose qu'il pense vraiment ou bien c'est quelque chose qui se dit dans la vivacité du moment. Et du coup, je pense que c'est une très bonne musique pour laquelle commencer parce que ça met bien en perspective autant la tonalité qui est très disco, enfin pas vraiment disco mais très électronique, en tout cas très boîte. Donc ça permet d'introduire ce nouveau style auquel on n'est pas habitué avec Harry Styles, et également de mettre un peu un cadre de la thématique du jour, en tout cas de l'album. Donc voilà. Le deuxième track, c'est American Girls, qui est, je pense, the most 1D song qu'il a écrite depuis la séparation du groupe. Franchement, il y a tout qui est très One Direction, et particulièrement de l'album 4 ou Made in the AM, qui sont vraiment les deux albums qui ont été entièrement écrites par les One Direction et sur le style qui leur correspondait le plus, donc qui était un peu plus pop rock. Là c'est vraiment ça qu'on retrouve, le style est le même, et je pense que le plus frappant c'est sa voix, son accent, sa tonalité. Harry Styles, c'est quelqu'un qui a changé de voix au fur et à mesure de ses albums parce qu'il a beaucoup changé de style, et à chaque fois sa voix se pose sur le style qu'il porte, et là du coup on retrouve sa voix des One Direction, et vraiment c'est quelque chose qui m'a frappée quand je l'ai écouté. J'étais en mode ah. Et puis ensuite quand j'ai vu les réactions sur les réseaux sociaux de d'autres personnes, je me suis dit putain, il y a pas que moi, en fait tout le monde trouve que c'est tellement American Girls, et enfin que American Girls est tellement les One Direction, et par ailleurs lui aussi doit le penser parce qu'il a sorti un clip vendredi de cette musique, de ce titre, et il fait clairement écho à un autre clip des One Direction qui s'appelle, qui était sur la musique Kiss You, et il y a vraiment des parallèles assez étonnants sur l'histoire qui est racontée et sur les plans qui sont vraiment les mêmes plans et parfois dans le même ordre, sur le même timing. Donc il y a un réel écho, et je pense que c'est très intentionnel de sa part de avoir ce rappel, puisque je pense qu'il en a conscience que c'est une musique très One Direction. Voilà. Sinon, le sujet qui est abordé, alors on pourrait croire que ça parle vraiment de meufs américaines et que du coup c'est un sujet très léger et très adolescent. En réalité, ça parle de son expérience de nouveau trentenaire, et de voir tous ses amis qui sont en couple, qui se marient, qui avancent dans la création de leur famille, mais que ça soit quelque chose que lui ne vit pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dans son interview avec Zane Lowe, il a dit que c'était quelque chose qu'il avait en tête et quelque chose qu'il voulait. Et même s'il le voulait pas maintenant, il sait que c'est quelque chose qui met du temps à construire, d'avoir une famille, ça prend du temps, et que du coup il faut qu'il commence déjà à faire en sorte que ça arrive, parce que c'est clairement pas quelque chose qui va nous tomber dessus, et donc il faut qu'il soit dans une posture et dans une attitude qui puisse accueillir ces choses, et pour qu'elles puissent arriver aussi. Et en vrai, je suis d'accord avec cette mentalité. Je pense qu'il faut avoir un état d'esprit pour pouvoir accueillir ce qu'on veut faire. On peut pas juste être posé là et attendre que ça nous tombe dessus. Ça ne veut pas dire qu'il faut partir dans une recherche extrême de la femme de notre vie ou de l'homme de notre vie pour atteindre cet objectif. Quand je parle de cet objectif, mais il faut aussi être dans une posture où on est prêt à accueillir cette personne, et quand on l'est pas, c'est un travail qu'il faut faire pour soi-même, où il faut juste se dire que c'est pas le bon moment. Mais en tout cas, là, cette musique, pour revenir au thème, elle parle vraiment de son expérience de voir tous ses amis rencontrer l'amour, officialiser cet amour par un mariage, par une famille qui se construit. Il montre qu'il est très heureux pour eux, et en même temps il montre cette envie de
de partager la même expérience. Donc voilà. Je trouve que c'est assez marrant parce que ça part d'un sujet très de son âge. Je pense que c'est pas une réflexion qu'il allait avoir sur ses autres albums puisqu'il était plus jeune. Et je pense que c'est pas des questions vraiment qui se posaient avant. En tout cas, il en a jamais fait part. Et à mon avis, je pense que c'est l'expérience de plusieurs personnes de pas avoir vraiment ce genre de réflexion avant notre trentaine. Mais il l'adresse avec un son qui est tellement lui quand il avait 20 ans. Et du coup, je trouve le parallèle assez marrant. Et voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur American Girls. Pour ce troisième titre qui s'appelle Ready, Steady, Go. Ready, Steady, Go. Ready, Steady, Go. Pour moi, c'est un titre qui est tellement Charli XCX. Mais si c'était fait par un Italian gay, enfin, a gay Italian gay, un gay italien, qui est dans un club à Berlin. Ouais, voilà. Donc bien sûr, cette description n'est pas anodine puisque Harry Styles a passé un bon moment en Italie et un bon moment à Berlin pour écrire cet album. Et en vrai, ça se ressent puisque on a à la fois un aspect très tech, un aspect très très boîte allemande, boîte berlinoise, et en même temps un aspect très posé et pop et fun et Dolce Vita et un peu long drive, genre des longs trajets en voiture, windows down, que ça c'est une énergie que tu retrouves beaucoup plus en Italie. Du coup, je trouve que c'est un bon mix. Et là, pour Ready Steady Go, j'avais vraiment l'impression que c'était ce mix-là, mais si on l'avait en plus mixé avec Charli XCX. Moi, j'adore Ready Steady Go. Ça t'emporte vraiment dans un aspect de vitesse, de vitesse. Et pour parler un petit peu du sujet, c'est pas du tout anodin qu'il y a cet aspect de vitesse et qu'il y a cet aspect de course. En fait, la chanson, elle semble être à propos d'une relation qui est peu sérieuse. Pour moi, enfin, une relation qui est plutôt charnelle quand même, plus que romantique, même si les deux vont aussi ensemble. C'est une relation qui m'a l'air d'être nouvelle et le narrateur introduit un autre protagoniste qui est Léon et qui semble être dans la tête de son partenaire. On ressent l'envie de ne pas évoquer le sujet et d'avoir un peu le désir de montrer qu'on va avec le flow, that we go with the flow, mais c'est aussi l'incertitude et les questions que ça apporte, de ne pas être sûr de vraiment qu'est-ce que cette relation veut dire. Est-ce sérieux? Est-ce plus? Sommes-nous exclusifs? Mais en même temps, il y a cet aspect de vitesse dont je parlais, où c'est aussi à propos d'une relation qui semble évoluer plus vite que ce que les deux parties le souhaitent. Et en même temps, ils embrassent cette vitesse. Ils semblent perdre le contrôle, mais amusés de cette perte de contrôle. Et comme j'ai dit, cette vitesse, elle est ressentie par le beat, en vrai, et aussi par les paroles qui sont redondantes et qui font écho à la course, à la vitesse, donc voilà. On est encore sur un peu la même thématique que Aperture, et du coup ça nous plonge encore dans cette thématique et dans cette narration sur la relation dont il décrit un petit peu pendant tout l'album. Pour le 4e track, Are You Listening Yet, c'est un peu différent puisque il parle pas vraiment d'une relation dans ce cas-là, mais plutôt un moment d'introspection. C'est sur un beat assez afro, ce qui est assez étonnant, mais il y a un peu un beat afro, mais on rajoute du clavier et des cordes en mode funky funk, et du coup c'est assez étrange. C'est du parler. C'est vraiment
enfin ouais, c'est du parler, et je pense que c'est la chanson la plus différente de cet album, et c'est peut-être la plus différente de sa discographie entière, parce que genre vraiment c'est pas du tout le genre de musique qu'il fait d'habitude, et même si tous les albums ont un genre différent, on retrouve quand même une patte de Harry Styles, un esprit, et c'est vrai qu'il a jamais fait de parler, il a jamais fait de choses comme ça qui sont tellement je sais pas, exploratoire, seulement en mode aventure. Mais en même temps, ça correspond parce que c'est une chanson sur l'introspection. Du coup, c'est très exploratoire justement, et ça parle du moment où on commence à remarquer que on remarque des patterns, on remarque des vices chez nous, et on les comprend et on les accepte. Et c'est le moment de se dire, ok, je les accepte, et je take accountability, genre je prends mes responsabilités sur le fait que je ne fais pas tout bien. C'est aussi accepter qu'on n'est pas parfait, c'est accepter que certaines choses se sont mal passées à cause de nous, à cause de ces patterns qu'on a. Et du coup c'est assez intéressant comme chanson, qui change, enfin en fait vraiment je pense que la manière dont elle a été écrite, la manière dont elle a été produite, et tout ce cheminement de pensée pour avoir ce résultat, c'est pas anodin. Je pense que c'est vraiment exploratoire et vraiment très différent de tout ce qu'il fait d'habitude, parce que c'est une réalisation, c'est vraiment être dans sa tête, et c'est une exploration en elle-même. Donc voilà. Et puis finalement on a le 5e track qui s'appelle Taste Back, que j'adore absolument. Je pense que j'adore parce que j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu à Harry's House, qui est son 3e album, son avant-dernier album du coup. Ça parle d'un partenaire passé qui est ressurgi soudainement, et c'est un peu justement ce questionnement qu'on a quand quelqu'un revient vers nous après une rupture, ou bien juste avoir cessé de se parler et de se voir, et de se demander pourquoi la personne revient. Est-ce que c'est parce qu'elle est vraiment intéressée par moi? Est-ce que c'est parce que je lui manque, et que ils ont retrouvé leur taste, ils ont retrouvé le goût pour moi, the taste back, ou c'est parce que ils ont besoin d'attention, et ils ont besoin de se sentir aimé, et du coup ça n'a pas de rapport avec qui tu es, et c'est une démarche complètement différente. Et c'est cette question, mais qui est abordée sur un ton absolument divin, que j'adore. Et d'ailleurs, je sais pas, c'est une musique où il évoque Paris, alors peut-être que c'est pour ça que j'aime. Non, en vrai c'est pas pour ça, mais j'ai vraiment adoré cette musique dès la première écoute, et j'ai pas beaucoup vu de monde en parler sur les réseaux sociaux. J'ai vu quelques edits des edits sur utiliser cette musique, mais j'ai pas vu beaucoup de retours parler sur cette musique. Du coup, voilà. Et d'ailleurs, c'est aussi la même chose pour le track suivant qui s'appelle The Waiting Game, que j'ai absolument adoré aussi. J'ai l'impression que, dans mes notes à la première écoute, j'ai écrit Feels like hidden pain. Quand j'ai écouté cette musique, j'avais l'impression de ressentir j'ai l'impression qu'il exprimait une peine cachée. En tout cas, qu'il essayait de cacher. Parce que c'est absolument terrible comme sujet. Enfin, pas absolument terrible, bien sûr, il y a d'autres sujets bien pires que ça, mais c'est un sujet qui est assez je pense aussi qu'il est assez relatable, que tout le monde peut se reconnaître et a déjà vécu cette expérience. Mais c'est tellement dit d'une manière douce, parce qu'on parle de quelqu'un qui a peur de s'engager, ou en tout cas qui ne le fait jamais. Et c'est quelqu'un qui commence quelque chose, ça parle de quelqu'un qui commence quelque chose et qui se lance dans quelque chose, mais qui ne finalise pas cette envie.
il parle d'une relation donc où quelqu'un l'a un peu fait tenir en haleine, a, a, a voulu commencer quelque chose avec lui pour au final ne pas officialiser et ne pas finaliser quelque chose, de toujours jouer le waiting game, jouer la durée. Et du coup c'est ça qui fait écho avec Aperture, où là dans Aperture il était justement lui dans une démarche où il n'a pas envie de faire de jouer le waiting game, et alors que dans ce track il est face à quelqu'un qui le fait. Alors peut-être que c'est lié et que justement il n'a pas envie de le faire, il n'a pas envie de prendre son temps parce qu'il se dit que en fait peut-être que c'est mieux quand ça va vite. Je sais pas. En tout cas cette chanson c'est très marrant parce que peut-être pour moi elle est venue à pic, donc c'est top. Et de manière générale je trouve que cet album est tombé à pic. Peut-être 2 jours en avance. Je rigole. Mais il y a beaucoup de chansons auxquelles je m'identifie dans cet album et c'est assez marrant. Je pense que c'est aussi le pouvoir de Harry Styles qu'il a de écrire des situations spécifiques et de réussir à s'identifier à ses expériences. Alors que pourtant on n'est pas du tout les mêmes personnes et on deal pas du tout avec les mêmes problématiques. Mais je pense que The Waiting Game et Taste Back, c'est vraiment des expériences qui sont universelles. Le retour d'un ex, je pense qu'il n'y a pas plus universel que ça, quoi. Donc voilà. Sinon, là on arrive sur un autre track que j'adore absolument qui s'appelle Season 2 Weight Loss. Le titre est absolument incroyable. Et je vais vous expliquer le titre. Mais d'abord, il faut que je parle du fait que là, on a un peu une voix qui ressemble à l'album de Fine Line. Je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une voix qui change dans ces albums en fonction de ce qu'il dit et des genres de musique qu'il raconte, enfin qu'il utilise. Je sais pas, mais sa voix change réellement entre ces albums. En tout cas, son intention, sa tonalité. Et là, j'ai retrouvé un peu Fine Line. Et moi, j'adore l'album Fine Line. Je pense que c'est mon préféré. Et c'est une musique qui est sur un ton un peu, comme tout à l'heure, très long drive dans sa petite voiture. Et ça parce que c'est une musique assez entraînante, mais qui questionne réellement sa vie, enfin qui provoque des questions. Et du coup je trouve que c'est très intéressant parce qu'en vrai sur la voiture, enfin dans la voiture, sur l'autoroute, c'est vraiment quelque chose qu'on recherche. Nous on veut un truc où tu t'amuses mais en même temps tu peux réfléchir à ta vie. Je sais que c'est pas du tout prudent ce que je dis puisque quand on conduit on est censé être concentré sur la route, mais honnêtement c'est une super musique de driving et j'ai très hâte de le tester. Je l'ai pas encore fait mais j'ai très hâte de tester. Et du coup, que veut dire le titre? Season 2 Weight Loss, c'est l'idée que quand une série commence et est tellement appréciée à la saison 1 par le public, le cast retourne dans la deuxième saison et c'est exactement les mêmes, ils ont exactement les mêmes personnages, eux ils sont quand les mêmes personnes, mais d'un coup il y a des petites jawlines qui se dessinent. Et parce qu'en fait avec la célébrité ils ont eu accès à des coachs sportifs, des nutritionnistes et du coup c'est les mêmes personnes mais hotter. Du coup voilà, ça c'est ce qu'il a expliqué du coup dans l'interview avec Zane Lowe, mais de manière générale ce qu'il a dit c'est aussi réaliser que la manière dont on agit ou dont on se présente des fois ça correspond plus à qui nous sommes et du coup c'est un peu la peur et le questionnement qui s'attache à cette réalisation. Est-ce que les gens m'aiment encore maintenant ou m'aimeront encore si je me présente comme je suis désormais, et ça il le dit très souvent parce qu'il répète cette phrase Do you love me now pendant le refrain et voilà. Et ça moi je l'expérience pas physiquement mais je pense que c'est aussi quelque chose qui est assez relatable pour tout le monde et qui est assez universel parce que surtout là maintenant je pense mon audience, en tout cas je sais que mon audience elle est plutôt jeune, elle a plutôt mon âge, milieu de vingtaine ou début de vingtaine et
c'est les fondements de notre personnalité, on se découvre qui on est, on change beaucoup, et je pense qu'on réalise ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, et on se demande aussi que si on change, est-ce que notre entourage va accepter ce changement. Et je pense que c'est ça. Bien sûr, il l'explique plutôt dans son contexte où c'est une célébrité et il se dit que il a changé, que la musique qu'il veut faire a changé et ça se voit avec cet album. Et du coup, il se demande est-ce que vous allez toujours aimer ce que je fais si je change complètement de style. Et finalement, moi, ma réponse à cette question est oui, Harry Styles. J'ai encore kiffé cet album. You're just a fucking star. Donc voilà. Et puis là, après, c'est les 3 musiques de Long Drive. On arrive sur une ballade Coming Up Roses qui me fait un petit peu penser à la musique Boyfriends, même si ce n'est pas du tout la même intention. Mais en termes de musicalité, j'avais l'impression qu'elles se ressemblaient. Mais là, on est plutôt sur du violon, sur une ballade de violon. Un peu, il y a eu des passages un peu Bridgerton, donc j'ai beaucoup aimé. Et le premier truc auquel j'ai pensé quand j'ai écouté, c'est It Could Be a Glee Cover. Vraiment, cette musique, elle serait sortie quand Glee était encore d'actualité. Il l'aurait tellement reprise. Je le sais, frère, je le sais. Zayn et Rachel dans les couloirs et qui se retrouvent à l'auditorium et qui chantent Coming Up Roses. Bref. De quoi ça parle? Ça parle de la vulnérabilité et de l'incertitude qui accompagne l'envie de s'améliorer et d'améliorer une relation, en même temps que on soit face à ce qu'on veut et ce dont on a peur. C'est un peu comme s'il y avait un conflit entre ce qu'on veut, nos désirs, notre espoir, et en même temps les doutes qu'on a pour envers cette relation. C'est le fait de vouloir continuer et vouloir garder quelque chose, même si on sait que en fait peut-être que la personne c'est pas la bonne pour moi. C'est se demander s'il y a une compatibilité, mais en même temps pas vouloir la réponse à cette question parce que on a peur d'être face à la réalité que il n'y a pas de compatibilité. Cette musique est horrible. Sachez-le. Mais en même temps, c'est une musique qui est tellement... En fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on est genre d'avoir entendu plein d'histoires qui correspondent avec cette musique. Beaucoup de relations sont comme ça et c'est vrai que là, cet album, il me parle beaucoup parce que j'ai l'impression que... Pourtant, il a 30 ans, le Boog. Mais vas-y, j'ai l'impression que j'entends juste les histoires de mes copains et mes copines parce que, frère, mener des relations milieu de vingtaine, c'est absolument terrible. C'est la pire chose qui existe, je pense. C'est absolument terrible, je le redis. Mais bon, heureusement, il nous sort très rapidement de ce terrible moment avec un enchaînement de fous furieux de 2 musiques qui sont, je pense, celles qui ont le plus d'engouement actuellement, ou en tout cas par la communauté de Harry Styles, c'est là où il y a le plus d'engouement. La première, c'est Pop, et pour moi, Pop, c'est un équivalent Kiss All the Time Disco Occasionally de Cinéma, qui est une musique de Harry's House, son 3e album. Cinéma, et franchement, c'est le cas, puisqu'il y a des rappels de lyrics entre les deux. Mais à mon avis, c'est Cinéma si Cinéma avait couché avec Tame Impala et ils avaient fait un enfant, l'enfant ça serait Pop. Alors oui, Tame Impala coucherait dans ce scénario avec une musique alors que c'est une personne. Mais voilà, je trouve que c'est un peu Cinéma mais avec Tame Impala. Voilà. Et Pop, qu'est-ce que c'est comme musique? Franchement, c'est le Watermelon Sugar, c'est le cinéma, c'est le Only Angel, je dirais, de son premier album Harry Styles. Parce que c'est la musique qui est complètement axée sexe, mais de manière totalement pas du tout explicite, mais un peu quand même. En fait, très métaphorique.
Et la raison pour laquelle on le lie à cinéma, c'est que la métaphore est la même en l'occurrence. Donc voilà. Et du coup, bah, c'est un peu ça, mais version fun and disco. Alors que cinéma, c'était la version funky. Et je dirais que Watermelon Sugar, c'était la version... Je sais pas c'est quoi Watermelon Sugar, parce que c'est de la pop, mais tout est de la pop en vrai. Du coup, je sais pas comment le dire. Et c'est la version, bien sûr, enfin, Only A Jones, c'est la version rock de pop. Voilà. Et ce super tube sur lequel je fais que de danser est accompagné d'une autre musique sur laquelle je fais que de danser, c'est Dance No More. Et franchement, cette musique, it's really giving pop disco, un peu Michael Jackson. Franchement, j'ai pas honte de le dire, un peu Michael Jackson. It's giving Smooth Criminal, it's giving... voilà. Mais pas son album un peu dark, là, où il y a genre tout ce délire de zombies et de thriller et de machin, un truc... Non. Je vous parle du Michael Jackson, où ça funk un peu. Un peu pop disco funk. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. C'est ça. Et ça parle aussi quelque chose de l'industrie, je pense, puisque ça parle du fait que quand on est genre un performeur, un showman, une showwoman, ou en tout cas qu'on est quelqu'un qui crée une expérience pour d'autres, ces personnes peuvent souvent avoir l'impression d'être déconnectées de l'expérience qu'ils donnent et de l'expérience qu'ils sont en train de vivre eux-mêmes. Parce qu'ils sont tellement dans le don que ils sont... genre, ils ne s'amusent pas dans le divertissement qu'ils procurent aux autres. Voilà. Et je trouve que cette musique parle aussi du fait que en fait, Harry Styles, il a eu besoin de faire un break après cette longue tournée et après l'album Harry's House. Et en fait, d'ailleurs, genre toute sa tournée, c'était l'enchaînement de Fine Line, ce deuxième album, où il devait y avoir une tournée, mais finalement la tournée a été décalée avec le Covid, et du coup il a commencé sa tournée, il a sorti Harry's House, et du coup il a continué sa tournée, et il a refait une tournée en fait qui était la même, mais il est repassé dans les endroits où il était déjà passé pour chanter Harry's House, et du coup ça a été très long, il a enchaîné 2 albums, et il a dû faire une pause, parce que en fait genre les musiques il les adore, mais tu le vis pas, c'est pas toi qui es en concert, en fait tu fais le concert, donc c'est différent. Et du coup bah il est allé à des concerts, il a fait la fiesta, il est allé en boîte à Berlin, il a vécu sa vie et il avait besoin de ça, et il s'est dit ça prendra le temps que ça prendra, mais genre j'ai besoin de prendre du temps avant de me remettre à écrire, avant de me remettre dans ce rôle-là, et avant de me remettre dans le rôle de performeur. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il a changé pour cette fois le modèle de tournée, c'est-à-dire le faire sous forme de résidence. Moi, c'est quelque chose qui me saoule, parce que je trouve que c'est pas cool pour le public, de devoir se déplacer, de devoir payer aussi cher, de pas permettre à tout le monde d'aller le voir en concert. Mais après, je comprends que lui, ça lui permet d'expérimenter d'une nouvelle manière et de tester les choses pour savoir ce qui lui permet de apprécier aussi ses performances et de les voir comme des performances qu'il fait à lui-même. Donc voilà. Et puis ensuite, on a cette musique Paint by Numbers, qui est une musique beaucoup plus calme et beaucoup plus balade. Donc on a vraiment un enchaînement absolument terrible entre Dance No More et Paint by Numbers. Cette musique, de ce que j'ai vu et ce que j'ai lu, elle adresse un peu la complexité d'être une célébrité, de devoir s'aligner avec une image pour le public. Il le mentionne avec genre des phrases comme Holding the weight of the American children whose hearts you break. Il dit aussi, en fait juste le titre Paint by Numbers, c'est aussi le fait qu'il faut faire
ce que le public attend des artistes. Et du coup, c'est bien sûr encore une difficulté, une introspection, en tout cas une vulnérabilité de sa vie d'artiste comme Dance No More. Je pense aussi que, en tout cas pour moi, et c'est une interprétation personnelle, c'est peut-être la musique dans cet album qui fait référence à Liam et qui fait référence au One Direction. J'ai pas de confirmation, mais pour moi, il y a quelques références dans le lyrics, et notamment kids, je sais plus comment il le dit, mais genre c'est des enfants qui courent avec des fusils à eau. Et ça, pour moi, c'était une référence au One Direction parce qu'ils avaient l'habitude de faire ça pendant leurs concerts. Et du coup, je me dis que c'est peut-être la référence. Et d'ailleurs, Paint by Numbers, maintenant que je viens de connecter quelque chose à l'instant, c'est que pendant son interview avec Zenlo, il a dit que quelque chose qu'il avait trouvé très difficile dans la mort de Zayn, oh là là, il faut que je touche du bois, non, la mort de Liam, c'est que il avait l'impression que il devait montrer son deuil pour montrer aux gens qu'il était bien en deuil. Sinon, les gens allaient dire que il est pas en deuil et que du coup c'est pas normal et que c'est une personne horrible parce que visiblement il en a rien à faire que son ancien pote de One Direction est décédé. Et en fait, maintenant que j'ai réfléchi, j'ai l'impression que c'est aussi de ça que parle cette musique. Donc voilà. Ça parle à la fois de cet aspect pour lui de devoir s'aligner aux attentes du public dans la gestion de son deuil, mais ça parle aussi de Liam dans le sens où ça parle des difficultés de la célébrité, et on sait que malheureusement c'est aussi l'une des causes du décès de Liam, c'est d'avoir un petit peu sombré dans ses côtés mauvais et dans ses mauvais côtés de la célébrité, parce que il y avait des attentes du public qu'il n'arrivait pas, ou en tout cas qu'il avait l'impression de ne pas rencontrer. Voilà. Et enfin, l'album se termine par The Carla's Song, il n'y a pas de devant. Et la première chose que j'ai à dire, la première chose que j'ai notée en entendant, c'est Satellite Stompers. Cette musique, c'est tellement satellite dans His House. C'est vraiment genre la même batterie derrière. Je sais reconnaître ma petite batteuse préférée quand je l'entends. Voilà. Et c'est tellement une musique parfaite pour finir cet album parce que c'est un peu une clôture sur l'expérience de la vie. Expérimenter la beauté de la vie. Pour moi, c'est ça. Alors, la raison de cette musique, c'est que une de ses amies qui s'appelle Carla a découvert une musique que lui connaissait depuis très longtemps, et il l'a vu la découvrir, cette musique. Il l'a vu l'entendre pour la première fois et elle s'est dit mais waouh, elle est incroyable, et il l'a vu genre la kiffer, la découvrir, être stupéfaite par ce son, et en devenir fan, la mettre en boucle, et du coup il a trouvé ça inspirant de voir quelqu'un découvrir quelque chose qui semble si anodin. Et d'ailleurs dans la musique il l'exprime aussi, genre il dit que, enfin il le compare à enfin, il parle pas de cette histoire dans la musique, mais en tout cas il parle aussi de quand un enfant découvre genre les bonbons, ou genre d'un coup il a l'impression de découvrir quelque chose d'absolument révolutionnaire, alors que c'est quelque chose qui a toujours existé, enfin qui existe depuis hyper longtemps. Et du coup c'est un peu genre garder cette capacité à être émerveillé des choses qui sont pourtant très simples. Et c'est un peu un encouragement en fait à le faire. Je trouve qu'il y a un aspect très you go girl. Voilà. Du coup, j'ai aussi adoré cette musique. Et pourtant, je suis pas sûre que je l'ai beaucoup écoutée. Je crois que au début, c'était pas c'est un peu une chanson où je suis passée par-dessus.
Et maintenant, je commence à la réécouter un peu plus et je l'aime beaucoup. Donc voilà. Comme j'ai dit, je pense que je vais livrer mon classement des musiques avec une petite notation sur 5 d'étoiles, voilà. Et sinon, overall, ce que je retiens de l'album, c'est que déjà, je trouve que j'ai l'impression que c'est l'album frère de The Crux, l'album de Joe. Je le trouve tellement expérimental de la même manière. Et en fait, je suis tellement... ça me confirme à quel point j'adore Joe, parce que, voilà, il a produit un album qui me fait penser à l'album d'Harry. Et j'aimerais savoir si ils se connaissent, et si c'est le cas, est-ce qu'ils ont écouté leur album en avant-première. Voilà. Et j'aimerais aussi dire que des fois, j'ai un peu entendu Muse dans certaines musiques, et ça m'a fait trop rire. Du coup, j'avais besoin de le vocaliser dans ce podcast. Sinon, ce que je retiens, c'est aussi sa capacité à utiliser toutes ses voix. Il y a un aspect un peu nostalgique parce que clairement, on a un style qui est complètement différent de ce qu'il fait d'habitude, mais en même temps, on a aussi des rappels de ses autres eras, que ça soit One Direction, que ça soit Fine Line, que ça soit Harry's House, et même quelquefois un petit peu son album Harry Styles, même si beaucoup moins. Du coup, je trouve ça assez intéressant parce que c'est comme s'il revenait sur tout ce qu'il a dit, c'est comme s'il reprenait toutes ses inspirations, mais en même temps, il le faisait d'une manière tellement risquée. Là, on est sur un style qui est ultra pop, et c'est pas que c'est un style qui est hyper risqué, mais c'est quelque chose qui n'est pas connu de son audience. Enfin, c'est vraiment en termes de son audience qui ne l'a pas connu comme ça aurait pu vraiment pas plaire du tout. Je sais que j'ai cru comprendre que les critiques, de manière générale, étaient assez mitigées sur son album. Moi, personnellement, je l'adore, et c'est sur ça que je vais rester. Je voulais également parler vite fait de Harry Styles de manière générale. Je trouve que la première chose que je veux dire, c'est que c'est tellement fou à quel point ce gars, il a maintenant, je crois, 45 chansons, peut-être un peu plus, 47 chansons depuis sa carrière solo, en 4 albums, qu'il a toutes fait seul, c'est-à-dire pas en featuring, il les a pas écrits, composés, etc. seul, mais il y a aucun feat, c'est vraiment tout le temps que lui. Et par ailleurs, il ne sort pas de version de luxe, il sort pas plus, juste il sort un album. Des fois, tu vas avoir 2 musiques qui vont sortir en avance, mais genre c'est pas promu en mode gros single, etc. Et du coup, je trouve que le marketing de Harry Styles, c'est un marketing que j'aime, parce que c'est un marketing qui n'est pas basé qui n'est pas beaucoup basé en tout cas sur la vente à d'autres, à ses fans. C'est plus basé sur la promotion, et du coup j'adore comment il le fait. Et par ailleurs, quand j'ai regardé cette interview avec Zane Lowe, je me suis rendu compte que si j'aimais autant ses musiques, c'est probablement parce que il a une manière de penser qui ressemble à ma manière de penser, ou en tout cas qui ressemble à la manière dont j'aimerais aborder les choses, que j'arrive ou que je n'y arrive pas, mais en tout cas c'est mon idéal, et c'est quelque chose que j'aimerais avoir. Et aussi, je trouve qu'il a la capacité de parler de sujets si simples, qui paraissent si anodins, alors que pourtant vivre la vie, c'est quelque chose de très dur à faire de base. Gérer des relations, même quand t'as pas d'épreuves, en fait, juste c'est quand même assez rocambolesque, et du coup peut-être que certaines personnes trouvent qu'il est un peu gnangnan à parler de sujets qui semblent complètement anodins, bénins, complètement banal, mais pour moi il y a tout le temps plein de choses à dire sur tout, et du coup je pense que sur ça on se ressemble, et c'est pour ça que j'adore cet artiste. Et vous méprenez pas, moi je ne suis pas une fan d'Harry Styles qui est amoureuse de lui, et honnêtement je ne suis pas sûre que les fans d'Harry Styles sont amoureuses de lui. Je pense que la plupart d'entre nous, on l'aime justement pour cette raison, et plus parce que on a l'impression que c'est quelqu'un à qui on peut se confier, plus que quelqu'un qui pourrait
être notre mari, genre. Voilà. Donc bien sûr, des fois on dit qu'on veut passer notre vie avec Harry Styles au lieu de notre boyfriend, mais c'est plus sur le ton de l'humour. C'est plus sur le ton de mon bestie. Voilà. C'est tout ce que je vais dire sur le sujet. Maintenant, je me rends compte que ça fait 43 minutes que je parle, même plus, puisqu'il y a une partie que j'ai enregistrée sur un autre enregistrement. Du coup, là, ça fait presque 50 minutes que je parle uniquement d'Harry Styles. Donc, je vais juste faire un petit point au niveau de la F1. Je n'arrive pas à savoir si les nouveaux moteurs, je les aime ou pas. Je n'arrive pas à savoir si cette nouvelle réglementation me plaît. Je trouve qu'il y a beaucoup de défaillances. Enfin, il y a eu beaucoup de défaillances avant et pendant la course. Je crois qu'il y a eu 6 abandons ce week-end. Ce que je retiens du coup de cette première course de ce week-end à Melbourne, c'est que Mercedes est peut-être le nouveau McLaren. Les Ferrari semblent quand même mieux partis que l'année dernière. McLaren me semble un peu à la ramasse. Norris, what are you doing? You are the fucking world champion. À l'inverse, Max Verstappen qui était 2e au championnat l'année dernière, absolument grotesque puisqu'il a réalisé une remontada de malade en passant de la 20e place à la 5 ou 6e je crois, donc grotesque. Et Aston Martin, un départ et un début de saison absolument catastrophique car ils ont des problèmes de pièces de moteur, du coup ils ont pas pu finir leur tour, enfin bref, absolument catastrophique. Tout ce qu'il faut retenir de ce week-end de F1, de ce premier week-end. Le week-end prochain, c'est un week-end de sprint, donc on va bien voir ce qui va se passer. J'aimerais ne pas faire autant d'updates F1 que la dernière fois parce que j'aimerais avoir plus de sujets et de varier un peu plus ces sujets entre les podcasts. Mais bon, c'est dur de se retenir à chaque fois, donc voilà. Et puis, je voulais également parler de ma grosse déception du week-end qui est la France qui ne va pas décrocher le tournoi à destination ce week-end et qui va devoir se battre le week-end prochain contre l'Angleterre afin de décrocher à nouveau le titre. Il n'y aura pas de grand chelem du coup et c'est assez terrible. On a tellement mal joué les gars, ça me casse les couilles. Dupont, franchement, frère, reprends-toi parce que là tu nous as coûté 14 points, c'est même pas une vanne. Et j'ai besoin que la semaine prochaine, on soit tous au clair qu'il y a un seul objectif, c'est de gagner et de gagner de manière très large, avec beaucoup de points de différence, et également avec les essais qui nous permettent le point bonus. C'est tout ce qu'on peut se permettre. L'Écosse nous colle au cul, et on n'a pas le choix. On n'a absolument pas le choix, parce que sachez que l'Écosse affronte l'Irlande, et vu la gueule de l'équipe de l'Écosse ce week-end, et vu la gueule de l'équipe d'Irlande depuis le début du tournoi, il y a un monde où l'Écosse bat l'Irlande. Il y a un fucking monde. Et ça, je peux pas. Voilà. Et je vais finir ce podcast en parlant très rapidement des Jeux paralympiques. Puisque, effectivement, cette semaine, les Jeux paralympiques ont commencé. Et la France a déjà 5 médailles. Une médaille d'or qui est tombée aujourd'hui quand j'enregistre le podcast. Non, hier, peut-être, dimanche. Qui a été décrochée par Cécile Hernandez en parasnowboard. Sur le cross femme. Il y a également eu 3 médailles d'argent en ski alpin, je crois. Oui, en ski alpin. 2 par Aurélie Richard qui a une médaille en descente femme et en super G femme. Et puis Arthur Baucher qui a aussi obtenu la médaille d'argent en descente homme. Donc voilà. Et puis on a eu une médaille de bronze par Jules Serget, aussi en paraski alpin, sur le super G homme. Voilà. C'est tout ce que je vais vous dire. Je vous souhaite une très très bonne journée, soirée, nuit. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!